Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 17 mai 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 103 400 $ ce matin, un Ether autour de 2500, on recule de quasi moins 4%. Et d'ailleurs, tout ce top 10 recule entre moins 2 et moins 5. C'est le cas pour Avalanche et Chainlink. On est également sur un moins 4,73 pour Shiba Inu. On continue de dérouler, le top 20 est plus ou moins à l'équilibre avec moins 2, moins 7 notamment pour PP, moins 19 pour P-Network, moins 7 également pour Uniswap et moins 3 pour AAV, et on a comme ça des contre-performances qui vont de moins 2 à moins 15 en gros jusqu'au top 50 qui se clôture toujours avec Arbitrum, Celestia, WorldCoin qui sont entre 1,3 et 1,9 milliards de capitalisation. Donc on est quand même sur une belle poussée qui pourrait trouver son terme sur cette seconde quinzaine de mai. N'oublions pas qu'on approche la zone estivale juin, juillet, août, et ce qui pourrait permettre au marché là aussi de respirer un peu et d'aller plutôt sur le côté, de ne rien faire quelque part. On a le Crypto Fear and Greed qui est à 74, pas très loin de l'extrême euphorie. Vous allez me dire sur les réseaux sociaux, mais on la voit pas du tout, et je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'a toujours pas de retour de particulier, de retour d'alt season ou des choses dans ce style. On le verra dans un instant, la Bitcoin dominance a lâché un peu du lest, mais ça reste quand même assez contenu pour le moment. Donc on est bloqué pour l'instant entre, on va dire, les 100 000 et les quasi 106 000 qu'on a touchés. On a la TH qui est proche des 110 000 comme vous le savez, et si on descendait, on pourrait venir travailler quelque part entre 97, 98 et autour de 93, 94 avec en dessous un support un peu plus élargi jusqu'à 91, 92. Donc on a une belle zone de travail si toutefois on sortait de ce micro-range par le bas, et si on en sort par le haut, ça sera pour jouer la TH et en espérant qu'on le franchisse. Avec Grégory Raymond, la société cotée entre particuliers spécialisée dans les petites annonces immobilières annonce devenir une Ethereum Treasury Company. Le cours de l'action a bondi de plus de 300% dans la journée. C'est une action en euros avec une faible capitalisation. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai trouvé ça plutôt marrant et ça risque de donner des idées, notamment à des sociétés en perte de vitesse. Je ne sais pas du tout quel est le but derrière. Au travers d'une petite pique sur fond d'humour, Tesla qui à 220 $ était complètement morte. On avait l'image de la marque qui était foutue, Elon Musk en roue libre du côté de la politique, les ventes qui étaient sur le déclin, ça y est, ça va à zéro, et depuis on n'est pas très loin d'avoir repris 1 x 2, donc comme d'habitude la psychologie inversée. FTX qui continuera de distribuer 5 milliards à ses créditeurs à compter du 30 mai. Alors ça, est-ce que pareil ça va être bien pris par le marché? C'est là toute la question à court terme. On a Starknet qui devient un roll-up Ethereum de stage 1 selon les critères de L2Bit, et c'était repris donc de Abdelhamid qui travaille directement pour Starknet, et d'ailleurs ça fait longtemps qu'on doit se faire un petit update et un live ensemble. J'espère pouvoir vous le proposer prochainement. Marque qui reprenait donc suite à la fuite de données de Coinbase qui a touché environ 1%, ou eux disent moins d'1% de leurs utilisateurs. Pas mal de données ont fuité, et ça s'est passé d'un point de vue interne avec des personnes qui ont été payées directement par des acteurs malveillants extérieurs pour leur sortir des datas. Et donc comme le disait Marc, le but aujourd'hui ça va être de collecter de moins en moins de data pour permettre de diminuer cette surface d'attaque. Après, je vous avouerai que quand on voit l'immensité des fuites de données, à ce jour, ça devient très très compliqué en effet de ne pas avoir des datas personnelles qui sont dans la nature. Donc je ne sais pas du tout quel va être le tournant autour de ça, mais voilà, en plus on a eu, je ne l'ai pas partagé ici sur Twitter parce que j'étais pas là hier, mais il y a eu la réunion avec les crypto-entrepreneurs et le gouvernement hier, et c'est vrai qu'ils ont discuté donc de toutes ces mesures qui pouvaient être mises en place. Il y a Éric Larchevêque de nouveau qui a fait une vidéo pour s'exprimer à ce sujet. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont en cours et des sujets qui à la fois pour la sécurité en ligne et la sécurité physique sont des plus importants en ce moment. Donc c'est le bon moment pour mettre à plat tout ça. Et dans la foulée donc suite à cette fuite de données de Coinbase, déjà l'action avait pas mal baissé, ensuite elle a rebondi, enfin bref, le truc habituel. Il y a Brian Armstrong, donc le CEO de Coinbase, qui a fait une petite vidéo de 2 minutes pour dire Facecam qu'au lieu de payer les 20 millions de rançons qui étaient demandés pour pas que les 1% là, de data utilisateurs fuitent un peu partout sur Internet, il mettait 20 millions sur la table en prime pour retrouver les commanditaires et retrouver toutes les personnes qui seraient derrière ces méfaits. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant puisqu'on se posait pas mal la question tous ces temps-ci, notamment vis-à-vis des kidnappings, quand ça concerne des personnes qui sont richissimes, donc des personnes qui ont parfois des dizaines de millions jusqu'à des milliards pour des sociétés qui seraient valorisées comme des licornes.
de savoir quel va être le moment où tout simplement ces personnes vont dire on ne paie pas dans tous les cas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, mais par contre on va mettre des sous pour en effet vous retrouver et pour continuer d'augmenter et d'améliorer ce genre de sécurité. Donc il est temps en effet que petit à petit la peur tourne et change de camp, bien que ça reste anecdotique et que beaucoup de personnes trouveront à redire sur le procédé. À partir du moment où en effet il y a des personnalités qui ont énormément d'argent, pourquoi ne pas s'en servir pour se protéger? Jordan Montel qui nous met en avant les chiffres extraordinaires de l'Euronext au T1 2025, plus 14% et des prévisions de dépasser en termes de chiffre d'affaires. BPA ajusté 14% à 1,80 €, EBITDA ajusté plus 17% à quasiment 300 millions d'euros. Donc très très belle progression pour l'Euronext et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec le Nasdaq et l'ICE Intercontinental Exchange, si je dis pas de bêtises, du côté des États-Unis. Ce sont les bourses qui font des frais que l'argent rentre ou que l'argent sorte, que les gens achètent ou vendent. Donc ça, clairement, pour ceux qui veulent, en plus des ETF, être sur des sociétés qui sont en général des plus porteuses, puisque c'est eux qui permettent à tout le monde toute la journée de s'échanger des trucs sur les places de marché, l'Euronext est clairement en tête de liste pour la France et il doit y avoir l'équivalent pour l'Allemagne, etc. Après, voilà, c'est pas trop mon domaine, mais il y a pas mal de choses à gratter de ce côté-là. La performance des 7 magnifique avec Luxalgo, donc on a Google qui depuis le point bas rebondit de 18%, Apple 25%, Amazon 30%, Microsoft 31%, Meta 37%, Nvidia 56%, Tesla 62%. Donc il y avait de très beaux coups à jouer et pour ceux qui ont payé les actions américaines quand il y a eu le gros dip, on a essayé de vous donner systématiquement les datas historiques pour vous permettre de naviguer au mieux et de faire vos petites emplettes. Comme le suggérait Bob Lucas, je suis assez d'accord avec ça, il y a la possibilité et je pense même avant d'aller toucher les 110 000 $, qu'on ait un retracement sur la zone des 94, 92 à 98. Ça fait une fourchette qui est un peu large, mais je pense que quand on voit les mèches et la volatilité qu'il y a désormais sur le marché, ça fait sens. Donc est-ce qu'on va toucher les 110 000, aller ensuite autour de 95? Est-ce qu'on va immédiatement retracer autour de 95? Je pense que le marché est mûr à point pour prendre de nouveau une respiration. Avec Goku, on avait le cofondateur de MetaMask, Dan Finlay, qui teasait entre guillemets l'arrivée éventuelle d'un token pour les personnes qui ont utilisé MetaMask. Il disait que tout simplement ça apparaîtrait directement dans le wallet si tant est qu'un jour il y avait un token MetaMask. La statistique la plus triste selon Danny21M sur Twitter toujours, avec le changement de main d'ownership en 2025 des bitcoins, les business en ont raflé 157 000, les fonds et les ETF 49 000, Other, je ne sais pas ce que ça comporte exactement, ça inclut donc des smart contracts et des bitcoins perdus, enfin voilà, environ 21 000, les gouvernements 19 000, et les wallets liés à des individus ont reculé quasiment de 250 000 bitcoins, c'est énorme quand on voit les statistiques cumulatives au reste, et ça accrédite un peu la thèse dont je parle depuis quelque temps, que ça soit du côté des réseaux sociaux ou ici sur la chaîne, que petit à petit, en effet, et c'est pas une grande découverte, voilà, pour dire on a trouvé le saint graal de ce que va devenir ce marché demain, mais à partir du moment où il s'institutionnalise à ce point et qu'on a des professionnels qui vraiment désormais font un peu la pluie et le beau temps, et notamment sur ce cycle en particulier sur Bitcoin, en effet, petit à petit, on a un changement profond qui est en train de se faire, et je suppose qu'à un horizon de temps de 5 ou 10 ans, on n'aura plus l'euphorie qu'on a connue en 2017-2018 pour les particuliers, en 2020-2021. On va avoir un marché qui va se trader quelque part un peu comme des actions et où il y aura des statistiques un peu plus précises sur qu'est-ce qui vaut quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'était on met de l'argent partout, on regarde ce qui monte et c'était vraiment la foire d'empoigne pour tout simplement essayer de savoir quels seront les projets qui seront encore là demain. Et on le voit sur ce cycle en particulier, même Ethereum a été très très chahuté. Alors peut-être qu'il est en train d'essayer de renverser la vapeur et encore que quand on regarde de THBTC, on part de tellement loin qu'il faudra beaucoup de temps. Mais quand on regarde 99% des altcoins au temps long, c'est-à-dire à minima sur 2 ans face au Bitcoin, eh bien on est dans les statistiques pur et dur de toutes ces startups qui ne tiennent pas. Certaines ont essayé de faire les choses et se sont tout simplement loupées. Certaines ont essayé de pivoter, ça n'a pas marché. D'autres parfois sont quasiment parties avec la caisse où on fait ce qu'appellent certaines personnes des slow rugs, c'est-à-dire de se distribuer l'argent comme ça sous couvert d'eux au travers du temps. Donc c'est vrai que quand on regarde l'image de fond sur 5-10 ans,
temps. Investir sur les altcoins, quand même, au temps long, c'est pas la meilleure des façons d'appréhender ce marché, mais faut-il encore le traverser et le vivre soi-même pour s'en apercevoir? Et c'est pour ça que les personnes qui sont souvent très très critiques et acerbes du côté des réseaux sociaux en disant un tel à telle date il a fait ci, un tel à telle date il a fait ça, on était nous-mêmes en train de vivre tout simplement cette aventure tous ensemble. Donc après, bon, ça fait partie du jeu, mais c'est des choses qui, quand même, d'un point de vue de l'expérience, nous démontrent que si les bitcoins maximalistes, en effet, ont parfois un discours qui peut être de nouveau un peu trop acéré pour la masse et qui peut paraître sectaire aussi en certains aspects, et je pense qu'il y a des choses assez sombres dans le discours parfois du maximalisme pur et dur. D'un autre côté, c'est vrai qu'ils ont toujours défendu le fait que Bitcoin pouvait exister que par lui-même et pour lui-même et de la façon dont ça avait été fait à l'origine. La question que je me pose aujourd'hui vis-à-vis justement du maximalisme, etc., et tout ce qui en découle derrière d'un point de vue idéologique et philosophique, est-ce que une fois qu'on a refilé les clés du bus à des BlackRock et compagnie et qu'ils vont continuer d'absorber le supply au travers du temps, certes c'est pas eux directement mais c'est pour leurs clients, voilà, on a un marché de nouveau qui est en train de se muer en profondeur et c'est quelque chose qui, à titre personnel, me laisse me poser beaucoup de questions justement pour ne serait-ce que les 5 années à venir. Pemium et Pierre Noisa, donc, qui pareil a fait pas mal d'interviews sur les journaux télévisés, je crois que c'était BFM, enfin je sais plus, et qui parlait de tout ce qui s'est passé récemment, notamment vis-à-vis des enlèvements, de la confidentialité, du caractère des agressions, enfin voilà, il y a tout le melting pot de tout ce qui s'est passé récemment. C'est exactement ce qu'ont adressé notamment au gouvernement lors de cette grande réunion les différents entrepreneurs crypto pour essayer de se sécuriser au mieux, mais aujourd'hui on a la sensation que c'est beaucoup de blabla pour assez peu de concret. On verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Grégory Raymond, après BlackRock, c'est au tour de JP Morgan de plonger dans la crypto. La plus grande banque américaine vient de franchir une étape historique. Elle a réalisé sa toute première transaction sur une blockchain publique en s'appuyant sur Ondo. Bonne nouvelle pour les personnes qui ont du Ondo. Vous allez être blacklisté. La petite vidéo donc de Claire Balva sur une hosted avec William O'Rourke du cabinet Orwell qui parle de MiCA, de la réglementation, l'impact sur les sociétés, le côté vie privée aussi, et ça va être un des gros enjeux et des gros sujets, puisque à ce jour, quand on veut s'échanger des choses sur les échangeurs centralisés, on va nous demander systématiquement à qui appartient le wallet, pourquoi, comment, enfin c'est très très intrusif, et à partir du moment où on vit dans un monde où justement il y a des fuites de données tous les 4 matins, vous vous doutez bien la manne que ça va être pour les criminels justement de mettre un nom en face d'un wallet, en face d'une somme. Et ça, c'est dramatique ce qui est en train de se jouer en Europe. Et au-delà de ça, par rapport à toutes les lois qui sont en cours et qui sont en train d'être votées et entérinées, c'est ça le pire, c'est que si vous ne prenez pas les devants là dans les 12-18 mois qui viennent, on va dire jusqu'à 2026, pour déclarer notamment vos comptes détenus à l'étranger, ils sont en train de faire passer des trucs où ils vont pouvoir remonter sur une dizaine d'années et vous mettre des amendes cumulatives qui seront immensément plus grandes que celles qui est donnée à l'origine, qui était de 750 € par compte non déclaré une seule fois, vous payez. C'était 1 500 € majorés si vous aviez 50 000 € qui avaient transité un jour ou l'autre sur ce compte, toujours sur un compte non déclaré, une seule fois. Là, ils vont vous mettre la même amende, mais démultipliée sur le nombre d'années. Et en plus, ça prendra le caractère qu'ils mettent quand il y a un contrôle fiscal, c'est-à-dire activité occulte et tous les trucs qui leur permettent de mettre du 80-90% de majoration, plus des amendes, des pénalités, tout ce qui va bien. Et accrochez-vous bien, parce que là, je vous tease un tout petit peu le truc, mais dans, on va dire, une quinzaine de jours, on va faire une émission dédiée avec un avocat fiscaliste. Là, vous allez avoir très très mal à la tête. Ils vont prendre sur ces wallets non déclarés qu'ils considéreront comme activité occulte, etc., le montant le plus haut qu'a détenu le wallet non déclaré pour vous imposer à l'impôt sur le revenu, où voilà, ils sont encore en train d'en discuter, mais apparemment, ça serait sur la fourchette de l'impôt sur le revenu, à la date à laquelle vous étiez le plus haut sur votre wallet. Donc admettons que dans un monde idéal entre 2020 et 2021, vous ayez fait 100 000 $ sur votre wallet crypto, que vous ayez tout perdu sur FTX entre-temps ou sur Terra, que vous soyez retombé à 5 000 balles que vous aviez sur un hot wallet et que vous n'aviez pas sur une autre plateforme, vous auriez potentiellement ces années-là à payer en termes de non-déclaration de compte détenu à l'étranger, mois après mois, année après année, mais en plus ils vont venir vous réclamer je ne sais combien sur l'impôt sur le revenu
bienvenue puisque vous serez sur la tranche la plus haute en ayant eu 100 000 euros ou 100 000 dollars à un moment clé sur ce fameux wallet pour vous demander la somme qui est afférente tout simplement à ce portefeuille que vous n'avez pas déclaré et sur lequel désormais, d'après l'administration fiscale, vous devrez payer votre impôt sur ce que vous n'aviez pas déclaré. Donc j'espère que vous avez votre ceinture bien accrochée parce que là, l'émission et le point qu'on va faire avec l'avocat fiscaliste, je pense que ça va pas trop vous plaire et que toutes les personnes qui ont fait un peu l'autruche à dire je ne déclare rien, malheureusement aujourd'hui on en est rendu à une communication qui se fait entre toutes les administrations de façon complètement transparente. Donc ils vont savoir qu'est-ce que vous avez eu, quand, pourquoi, avec qui vous l'avez échangé, enfin bref, tous ceux qui sont passés par des échangeurs centralisés, vraiment ça me fait mal au cœur de vous dire ça, mais mettez-vous en règle là par rapport à ce qui est en train de se mettre en place en France et même en Europe élargie, puisque Mika c'est toute l'Europe, sinon derrière ils vont venir vous retoquer. Et le pire, ça sera probablement sur des sommes que vous n'avez déjà plus ou que vous avez dépensées ou que vous avez perdues. Et là, clairement, c'est dramatique, hein, ça peut ruiner complètement une vie. On passe à un petit hors-sujet avec la robotique du côté du robot Optimus de Tesla qui se met à danser et petit à petit, en seulement 2 ans de temps, entre ça et l'IA, clairement, on est en train d'avoir une avancée complètement folle du côté de la robotique, slash IA et slash Tesla, j'ai envie de dire, puisqu'aujourd'hui Tesla n'est pas juste un constructeur automobile. Toujours autour des sexes, la vérification, donc sexe et échangeur décentralisé, voilà, c'est la vérification quand vous avez des wallets et j'ai eu une situation un peu cocasse récemment, c'est qu'en envoyant une crypto depuis un wallet qui moisissait depuis des années et des années, je voulais juste solder ce portefeuille et cette ligne. Donc vous envoyez l'intégralité de cette ligne directement sur l'échangeur. L'échangeur prend en otage vos crypto-monnaies et vous demande d'envoyer 0.0 quelque chose, une fraction, une poussière de la dite crypto-monnaie depuis le portefeuille que vous venez de vider. Vous voyez là où je veux en venir, c'est qu'une fois que vous avez vidé ce portefeuille et si c'est une crypto-monnaie un peu exotique qui n'est pas partout, vous n'avez pas de quoi envoyer la fameuse poussière puisque vous venez de complètement le vider. Donc en effet, pour les prochaines fois, on sera au parfum, mais pour vous dire à quel point, on va dire les termes, on va être emmerdé désormais quand on va devoir rentrer, sortir au niveau de nos crypto-monnaies. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, franchement, en France et dans d'autres pays, certainement en Europe, on n'a pas forcément la visu sur ce qui se passe exactement ailleurs, si ce n'est qu'il y a d'autres pays limitrophes à la France où en effet, il y a une fiscalité qui est des plus avantageuses à partir du moment où vous voulez conserver un an, à partir du moment où voilà, vous ne faites pas du trading actif. Il y a pas mal de pays quand même qui sont crypto-friendly, comme on le dit entre nous. Et d'un autre côté, là, par rapport à tout ça, on a la sensation que une fois qu'on a réussi à perdurer au travers du temps, à gagner un petit peu d'argent, à pas sauter sur toutes les mines d'échangeurs centralisés, les mines de DeFi, les mines de smart contracts, de trucs qui se font pirater tous les 4 matins, de pas se faire pirater sa clé privée, son wallet, de pas se faire braquer et couper des doigts. À la fin, une fois qu'on a réussi tout ça et qu'on est en mode Rambo qui a traversé la jungle avec 8000 pièges, on a la sensation que même en voulant revenir bénéficier dans le côté traditionnel de nos euros en les convertissant, vous risquez de vous faire fermer le compte par une banque. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez le lien de débloc en commentaire et description. Eux au moins sont crypto-friendly à 100%, ils sont prévus pour. Et le tout, on en plaisantait encore récemment, mais petit à petit, ça fait de moins en moins rigoler, en étant qualifié de narcotrafic pour les personnes comme ça qui veulent l'anonymat au niveau de leur aventure de crypto-actifs. Donc, quand on met tout bout à bout, je sais pas où on va, mais en ce moment, il fait pas bon, en effet, soit détenir des cryptos en France, soit être crypto-entrepreneur ou être dans la crypto tout court, et c'est un peu flippant, je vous avouerai. Nouveau record pour AAV, c'était Journal du Coin qui titrait plus de 40 milliards de dollars de TVL. D'ailleurs, le jeton et le token de AAV, j'ai vu ça la dernière fois en me connectant, ça faisait fort longtemps que je m'étais pas connecté dessus sur un Ledger Live. Il y a désormais un petit encart à droite qui vous donne les cryptos performantes journaliers, mensuels, annuels, quelque chose dans ces eaux-là. Et AAV était dans le top journalier et mensuel des 3, 4, 5 cryptos qui ont bien performé. Donc félicitations et j'espère que ça va continuer pour un des pontes, si ce n'est le ponte de la DeFi. Et enfin, on terminera avec 2 petites infos. Je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais comme j'avais fait une émission ultra dégradée, on en prend le temps. C'est samedi, comme ça vous verrez l'émission vous de votre côté entre samedi et dimanche. Avec Goku, le gouvernement de Dubaï qui va permettre de payer les frais de services gouvernementaux avec des crypto-monnaies grâce au partenariat de crypto.com. Très bonne nouvelle. Et enfin, comme je vous le disais également un peu au travers de cette émission déjà, mais c'est pour moi même en ce moment un vrai sujet d'actualité. Est-ce que les particuliers petit à petit ne vont pas choisir aussi la facilité
possibilité d'aller vers les ETF Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Tous ceux qui sont proposés au travers d'ETF direct ou au travers d'ETN ou d'ETP, c'est-à-dire pour simplifier des versions un peu modifiées pour que ça rentre dans les clous de tel ou tel pays ou de telle ou telle réglementation. En tout cas, aujourd'hui, la question se pose en effet puisque quand on a envie d'avoir tout au même endroit, qu'on peut acheter sur sa banque traditionnelle, sur un compte titre ordinaire, une ligne où apparaîtra du Bitcoin ou de l'Ether et que directement derrière, c'est l'émetteur qui en est responsable, c'est-à-dire soit BlackRock, soit des très très gros noms de l'industrie. Pourquoi avoir tout simplement ce poids du self-custody, en tout cas pour la zone occidentale où on n'a pas forcément besoin d'un point de vue des États ou des trucs comme ça de immédiatement se réfugier sur un self-custody. Alors je peux tout à fait comprendre d'un point de vue une fois de plus idéologique et philosophique la logique de Bitcoin et d'être son propre détenteur de BTC et justement de ne pas être dans le circuit traditionnel, libre à chacun de voir midi à sa porte comme on dit, mais pour l'immense majorité des particuliers qui n'ont pas cet aspect idéologique entre guillemets, est-ce que pour ceux qui veulent juste détenir du Bitcoin et pas avoir peur de se faire pirater, de se faire braquer et tout un tas d'autres joyeusetés, la sécurité absolue ne serait pas de juste en détenir au travers d'un ETF. On attaque par un chart qu'on n'avait pas regardé depuis pas mal de temps, c'était la dominance des stablecoins par rapport au crypto total et on est arrivé pour l'instant sur une zone ici qui est en train de travailler autour d'un support résistance difficile à dire. En tout cas, on a la trend ici qui pourrait faire sa troisième touchette et qui à chaque fois a fait réagir le cours. Donc à partir du moment où cet indice rebondit, ça veut dire qu'il y a des prises de profit et que tout le monde est en train de se réfugier en stablecoin. Ça avait donné le point bas en décembre 2024 et ensuite on avait eu une accélération de 0.05 à 0.09 sur cet indice de dominance USDC-USDT par rapport au crypto total. En parlant du crypto total, 3223 milliards, on marque la pause et on voit que pour l'instant on n'a pas franchement envie de se diriger immédiatement vers l'ATH. En tout cas, on risque de marquer une petite pause qui nous conduirait pourquoi pas à nouveau vers les 3000 milliards en guise de support où nous attend en plus la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Ça serait plutôt pas mal d'ailleurs. Le crypto total 2 des altcoins, 1180 milliards bute sur la zone de résistance des 1250-1260. Là aussi, on est pile poil sur la moyenne mobile 20. Donc espérons que petit à petit, on latéralise un petit peu si cet été il ne se passe pas plus. La Bitcoin dominance, après avoir lâché du mou, comme on le disait tout à l'heure, 65,44, on est venu à 61,92, mais elle rebondit désormais, 63,54. Donc Bitcoin encore et toujours n'a pas dit son dernier mot. Et quand on parle du papa BTC, eh bien, il est en train de nous faire une petite toupie ici, bougie d'indécision probable pour cette semaine, après nous avoir imprimé quand même en 5 semaines de 74 000 $ à 105 000. C'était complètement fou ce rallye. On avait le RSI qui avait bien tanké ses 44 hebdo, la moyenne mobile 50 qui a fait office en hebdo toujours. Elle se trouvait au moment où on l'a méché autour de 76-77 et on était venu mécher donc autour de 74 000. Donc très très belle résolution. Attention désormais à ce que ça ne bloque pas de nouveau à 105-110 et que derrière on reparte à la cave. C'est un scénario qui à ce jour n'est pas à écarter totalement, mais au vu de la belle dynamique qu'on a eue ici, bien entendu que voilà, on va pas privilégier un sens ou l'autre, mais j'espère vivement qu'on va réussir à se construire entre voilà la moyenne mobile 20 qui est aujourd'hui autour de 92-93 et essayer de casser la volatilité tout simplement ici, peut-être dans ce petit triangle et permettre d'ici l'automne d'en sortir favorablement. Alors là aussi c'est assez difficile sur fond de peu de liquidité de déterminer ce qui risque de se passer cet été. ETH BTC c'est pareil, il est venu au contact de la moyenne mobile 20, elle se trouve à 0.025 et pour l'instant il se fait complètement repousser et on le voit donc sur Ether face au dollar, on est venu mécher la moyenne mobile 50 à 2752. La dernière fois je vous disais il y avait 2 points d'intérêt au niveau de Ether, 2150 entre 2000 et 2200 et ensuite les 2800 qui nous permettront réellement d'accélérer. Donc c'est normal aussi en ayant fait 1400 à quasi 2800 qu'on marque un temps d'arrêt ici et en plus on a tout l'imbroglio des moyennes mobiles entre la 20 qui est à 2400 et la 50 qui est à 2770. Les taux du côté des États-Unis continuent de rebondir, ça ne veut toujours pas lâcher et ça c'est pas fondamentalement une très bonne nouvelle pour la suite. En même temps la Fed n'a toujours pas envie de baisser elle-même ses taux, donc le marché fait avec ce qu'il peut et avec ce qu'il a. On avait le ESE, donc le S&P 500 ETF du côté de BNP qui était en positif de 0,82, le WPEA qui a clôturé à 0,75, le SP500 lui-même 0,70 en positif, pas très loin de son ATH. C'est complètement fou ce V-bottom qu'on a fait. Là aussi, beaucoup de personnes disaient que c'était impossible suite à cette descente qu'on fasse un V-bottom. 23,36
31% sur le rebond après avoir perdu une bonne vingtaine de pourcents bien tassés. Donc on est très très proche en effet de l'ATH qui aujourd'hui se trouve autour de 6146 points pour le S&P. Le Nasdaq pareil, très très proche de l'ATH, 21 500 points. On a un ATH à venir chercher autour de 22 454 pour la tech aux États-Unis. On voit que les taux à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans sont également dans le vert. Donc est-ce que le marché anticipe un roulement? En tout cas, le dollar est en train également de rebondir depuis les points bas où il était venu chercher 98. Ça fait 4 semaines. On a été repoussé des 102. On a la moyenne mobile 200 autour de 103. Donc un dollar américain qui, s'il rebondit, risque d'appuyer un peu sur les marchés spéculatifs. Et du côté des alts, honnêtement, pour l'instant, il y a une consolidation, mais je suis toujours pas convaincu. Donc je continue, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, de jouer défensif. Et petit à petit, d'ailleurs, sur Bitcoin, avec un Bitcoin à 103, 104, 105, à prendre les profits que j'avais pas pris la dernière fois sur les zones que je m'étais fixées et le plan que j'avais pas suivi en définitive. Là, c'est un peu une séance de rattrapage du côté du Bitcoin, donc je suis bien content de l'avoir. Et donc, je voulais m'arrêter un instant sur le ratio Sol-ETH qui, depuis 4 semaines, est baissier, malgré un sol qui s'est très bien défendu contre le dollar. Et en gros, ce que je voulais que vous en retiriez de ça, et c'est pareil pour AAV face à Ether, c'est de systématiquement comparer vos crypto-monnaies sur lesquelles vous avez des bagues long terme. Déjà, premièrement, face à Bitcoin, si vous voyez une trend baissière, c'est qu'il vaut mieux être en Bitcoin que dans l'alt dans lequel vous vous êtes collé. Et deuxièmement, face, pourquoi pas, à Ether, à Solana ou aux grands gagnants de ce cycle. Ether, justement, ne l'est pas, mais Solana peut faire office d'un bon benchmark pour simplement vérifier si votre altcoin tient à minima le pas derrière Solana ou est complètement en train de se faire pulvériser par une autre crypto-monnaie. Et c'est comme ça, pour moi en tout cas aujourd'hui, en raisonnant ainsi, que petit à petit vous allez pouvoir tailler dans la masse votre portefeuille, vous faire quelque chose en entonnoir et passer, là aussi comme on en discutait la dernière fois sur le Discord, de wallets de particuliers qui parfois ont 50 crypto-monnaies différentes, 50 altcoins, à quelque chose où à la fin vous allez en avoir 5, 10, 15 et où vous serez beaucoup plus aligné, tant d'un point de vue de ce que vous pourrez suivre au niveau des fondamentaux que d'un point de vue de la spéculation pure et dure, puisque vous aurez fait un tri en bonne et due forme, actualisé vis-à-vis de ce qui est en train de se passer réellement sur le marché. Je vous souhaite une excellente journée. Petit pouce, petit commentaire si cette émission vous a plu et vous a aidé. On se retrouve lundi avec grand plaisir et continuez d'être prudent. Ciao, ciao.